Je me présente, Benoît Bourassa, je suis directeur ici au Petit Bonheur de Saint-Camille depuis l'été 2013. Je suis quand même associé à l'endroit depuis 1999, donc je connais un petit peu les airs de la place et on m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue, ce que je vais me permettre de faire avec beaucoup de bonheur. Donc, bienvenue au Petit Bonheur de Saint-Camille. J'espère que votre visite tout à l'heure là vous a plu. C'est un petit village, un tout petit village, donc à peine un peu plus de 500 habitants, donc on fait vite le tour quand même, mais c'est mignon. Je l'ai adopté depuis quand même pas mal d'années. Ici, le Petit Bonheur m'a adopté, lui, depuis quelques années aussi. C'est un lieu de rencontre intergénérationnelle qui offre des activités culturelles et communautaires. Ça, c'est un peu notre mission. Pour la population locale et les environs. Le Petit Bonheur, c'est un ancien magasin général qui date de l'époque des années 1870. Dans l'endroit où est-ce qu'on se situe actuellement, là, c'était ici le magasin général. Aujourd'hui, on en a fait un magasin général de la culture et du communautaire. Parce que dans les petits milieux comme ça, il faut s'assurer, on ne peut pas se permettre d'avoir des endroits très spécialisés, donc on offre plusieurs services, plusieurs activités dans un même lieu. Et c'est ce qui nous permet de survivre et même de prospérer et d'avoir beaucoup de plaisir à vivre dans ce contexte-là, qui est magnifique ici, là, dans les cantons de l'Est. Alors, quelques mots sur le Petit Bonheur. Davantage, je ne pourrais pas en dire très très long non plus parce qu'on m'a demandé d'être relativement succinct là-dessus, mais évidemment, on est une entreprise d'économie sociale qui offre différents services, dont des services de type alimentaire qu'on a classifiés dans nos activités communautaires et ces activités alimentaire-là, évidemment, essentiellement depuis une trentaine d'années, parce qu'on vit cette année notre 30e année d'existence. On a été fondé en 88. Et grâce à la fabrication et la vente de pizzas maison, terroir, ça nous permet, depuis toutes ces années, là, de pouvoir fonctionner. C'est notre autofinancement. Ça nous donne un autofinancement de plus de 60% de nos frais fixes et nos activités là, pour fonctionner. Donc, ça fait une trentaine d'années qu'on fonctionne de cette façon-là. Plus récemment, dans le même secteur alimentaire, on a ouvert un nouveau service qu'on appelle le Café du Flâneur. C'est un petit café de village associé à Tourisme Canton de l'Est, là, au niveau du service des cafés de village. Et ça nous permet, ce Café du Flâneur, d'ouvrir les lieux de façon plus importante la fin de semaine et comme ça, pour la population locale, c'est un service supplémentaire et ça permet aussi aux visiteurs de partout de pouvoir s'arrêter en fin de semaine puis venir prendre un café, flâner un peu. Et même manger parce qu'on offre un menu de type brunch aussi là, toutes les fins de semaine. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi. On est bien fiers de notre Café du Flâneur. Pourquoi ça s'appelle comme ça et pourquoi on s'appelle le Petit Bonheur? Il y a un lien là-dedans. Le Petit Bonheur a été fondé en 88, comme je vous disais, parce que ça correspondait avec le décès de Félix Leclerc, que vous connaissez sans doute pour en avoir entendu parler peut-être un peu. Qui est un auteur-compositeur célèbre au Québec, un des premiers, un pionnier de la chanson du Québec. Et Félix Leclerc a aussi écrit beaucoup de choses et a écrit un petit calepin dans les années 60, au début des années 60, sur des pensées diverses, ce qu'il a appelé le calepin d'un flâneur. Alors quand on a décidé d'ouvrir notre petit café, on a dit tiens, ça peut être intéressant. Ça va permettre aux gens de savoir et de sentir qu'ils peuvent rentrer ici dans les lieux et tout simplement flâner autour d'un petit café et de quelques amis. Voilà, en gros, évidemment, il y a d'autres secteurs. Rapidement, on offre une quinzaine de spectacles professionnels par année, donc les arts de la scène. Je suis sur la scène actuellement et demain soir, ça ne sera pas ici malheureusement, ça va être au Camillois, mais on va accueillir avec nous les Charbonniers de l'Enfer.
ça va être l'enfer finalement, hein, il va à l'église. Et donc, des spectacles, des arts visuels aussi, un secteur des arts visuels. On en a quelques exemples ici de tableaux, très beaux tableaux. Donc, on a 6 à 7 expositions d'artistes par année qui exposent pendant 6 à 8 semaines. Vous allez pouvoir visiter à l'étage les autres œuvres à l'espace Hortense. Aussi, peut-être même finalement, le Centre d'interprétation du milieu rural, ce qu'on appelle le CIMR, c'est notre centre secteur recherche et développement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous invite, je pense, ici en tout cas, dans le cadre associé au Petit Bonheur, c'est lié au Centre d'interprétation du milieu rural du Petit Bonheur. Alors, c'est sûr que depuis les années 90, on a accueilli beaucoup de projets à l'intérieur de cette activité-là de recherche et développement. Le plus récent, il est associé à un projet avec la Société des arts technologiques à Montréal qui s'appelle la SAT. Et le projet s'appelle Scène ouverte. Scène ouverte, ça relie plus d'une vingtaine de diffuseurs de spectacles pour offrir et réaliser des activités en téléprésence. Vraiment, là, dans l'immédiat. Et c'est la petite boîte qui est dans le coin là-bas là, qui fait tout ça. Elle ne le fait pas tout seul, évidemment. Ça prend des gens spécialisés pour s'en occuper. Et des artistes et des spectacles là, pour diffuser, évidemment. Donc, j'en dis pas plus pour le Petit Bonheur de Saint-Camille. Évidemment, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé à en savoir plus long, parce que, évidemment, ça pourrait être beaucoup plus long sur le Petit Bonheur, mais ça vous donne quand même un peu le portrait de notre très beau, très bel édifice qu'on aime beaucoup et qu'on en prend soin le plus qu'on peut, évidemment. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, bienvenue à Saint-Camille. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Olivier et Benoît ont déjà fait vraiment un très beau portrait de Saint-Camille. Moi, je vais en rajouter un petit peu pour peut-être compléter ou remonter dans le temps un peu plus loin. Je savais que déjà vous auriez une belle connaissance des activités du Petit Bonheur, mais de la communauté de Saint-Camille. Mais c'était votre thème de colloque qui m'intriguait. Je me disais, est-ce que la communauté de Saint-Camille est vraiment dans cette dimension de la transformation sociale et de la transition écologique? Alors, j'ai repris la ligne de temps de tous les projets et j'ai essayé de faire des liens pour voir si on était dans cet esprit-là. J'ai dû aller voir quelques petites définitions. Attendez un peu si je pèse sur le bon livre. Alors, transformation sociale, j'avais la définition de l'UNESCO. Bon, c'est de l'innovation sociale, c'est un besoin de solutions novatrices favorables aux valeurs universelles de paix, de dignité humaine, d'égalité de sexe, de non-violence et de non-discrimination. On adhère à toutes ces valeurs-là et même on travaille sur une réserve mondiale de valeurs présentement qui vont dans ces directions-là, mais avec toutes les nuances que ça peut apporter. Alors oui, je crois qu'au niveau de la transformation sociale, on est dans cette voie-là. Au niveau de la transition écologique, j'ai été assez surpris. Alors, ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'il y avait il y avait trois éléments qui revenaient souvent. La résilience. Une communauté résiliente est un groupement de personnes structurées, organisées, pour s'adapter rapidement au changement, surmonter un traumatisme, tout en maintenant sa cohésion et des relations ouvertes avec le reste du monde. Elle s'efforce d'améliorer son quotidien en tissant à nouveau du lien social, en misant davantage sur la solidarité. Et là, j'ai reconnu notre parcours là-dedans parce qu'avec le temps, Olivier vous a parlé de vision partagée, de leadership partagé, société civile, école, municipalité. Alors, on travaille beaucoup avec ce trinôme-là. C'est un trialogue qu'on développe avec les années et qu'on essaie de garder toujours présent pour justement faire face à cette transition écologique. Oui, on le sait au niveau environnemental, etc. Mais comme il a été dit, notre grande problématique ici, c'est vraiment la question démographique.
Le deuxième point, l'économie en boucle. Oui, il y a plusieurs projets qui sont liés à cette économie circulaire. Vraiment, avoir des légumes chez nous, c'est important. Avoir de la culture chez nous, c'est important. Avoir des chercheurs chez nous, c'est important. Alors, ça fait sans doute partie de cette économie circulaire en boucle. Concernant la réduction des émissions de CO2, ça fait partie de notre réflexion lorsqu'on fait des projets, mais on n'a pas de plan en bonne et due forme pour se donner des objectifs à ce niveau-là. Mais comme Olivier, j'en ai discuté avec Olivier, il dit ça va venir. Alors, probablement dans un avenir, on va avoir des objectifs plus précis à ce niveau-là. Les premiers migrants sur notre territoire ici, ça date de 12 000 ans. Ce sont les Paléo-Indiens qui sont juste à côté ici. Ils ont passé ici, c'est certain, pour se rendre à Mégantic. C'est le plus vieux site archéologique au Québec, je vous montre. C'est une primaire, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu de cette façon. Alors, vous avez le lac Mégantic. Mégantic est ici. Vous avez le lac des Joncs, le lac des Araignées. Et quand vous traversez de Piopolis à ici, c'est juste à ce niveau-là ici que vous avez, on dit, le plus vieux site archéologique du Québec. Plus proche, que vous connaissez peut-être parce que c'est dans l'actualité présentement, à Whedon, future capitale de la marijuana. Il y a aussi la rivière Saint-François, où là, on a des sites de 10 000 ans. Et c'est juste à 20 minutes d'ici. Alors, une autre bonne raison de déménager dans le coin, si jamais vous cherchez un territoire. Nous avons l'histoire et nous avons toutes sortes de produits intéressants. Autre étape importante, avant les premiers colons ici, c'est 1680. En 1680, les Abénaquis ont eu le droit de traverser au Canada. Ils circulaient avant, ils faisaient quand même des visites, mais avec ce qui se passait, la colonisation anglophone aux États-Unis, sur le bord de l'Atlantique, ils ont chassé, entre autres, les Abénaquis, et ils se sont retrouvés au Canada. Et ils ont fréquenté les lieux ici, la Saint-François, et on a ce petit lac qui s'appelle le lac Quatopeka, qui veut dire petite rosée du matin, et qui est à Saint-Camille, et qui est un lieu vraiment intéressant. Jacques, on a été faire des visites avec des chercheurs à cet endroit-là. Et c'est une trace qui crée un lien avec nous et qui démontre, en tout cas, il y a toute une réflexion à faire sur le territoire. Le premier colon, la rue des Rivières, c'est Édouard des Rivières, c'était un orfèvre. Vous savez qu'on a eu aussi des démêlés avec les mines d'or et tout ça. C'est aussi de la résilience, je crois, par rapport à ça. Il y a la démographie, il y a aussi les gens qui viennent nous imposer des choses aussi. Miquelon, Zoël-Cyr Miquelon, qui lui était un arpenteur géomètre, un inventeur, un poète, un animateur. Dès 1876, on a une bibliothèque. 1898 de l'électricité, qui était fait par un moulin à scie. Ça a été, il a passé au feu, ça a été en 1936, avant que le village soit branché. 1949, la campagne. Le rang 13, 1954. Une fracture technologique, Olivier vous l'a dit, le rang s'est vidé. Alors, d'où tout l'intérêt qu'on porte aux technologies de l'information. On ne veut pas que ça nous arrive une deuxième fois. Et 1912, Théâtre Beau Soleil. Alors, on voit déjà que la culture était très présente dans notre petite communauté. Et aujourd'hui, ben ça fait partie un petit peu de notre ADN, si on peut dire. Comme vous pouvez voir, 1912, c'est la grande salle paroissiale qui est construite. C'est le sommet du graphique. On est 1200 de population. Et après, on voit, c'est vraiment la descente jusqu'à la grande crise économique, 1930. On a une petite remontée. C'est dur en ville. On revient à la campagne. Deuxième Guerre mondiale, industrialisation. Et on descend jusque à 440 personnes. Quand j'étais adolescent ici, mes céréales préférées étaient juste là.
on a tout perdu, ces services-là. Alors, oui, probablement, ça a été un choc. Alors, oui, il y a peut-être de la résilience par rapport à ça. Mais pour tout le monde ici, le plus grand choc démographique, c'est de perdre nos services et, entre autres, perdre notre école. Alors, ça, c'est notre grande motivation depuis les tout débuts. Je vous amène à la conclusion. On a passé la crise des bureaux de poste, ça a été important ici parce que on a vu que tout était fragile. Hein. On sait, l'écologie, c'est fragile, les communications. Et quand il y a eu la crise des bureaux de poste, il y a eu 300 bureaux de poste qui ont été fermés au Canada. Et ça a été pendant un an vraiment une lutte acharnée pour conserver notre bureau de poste. On l'a conservé, on l'a encore, il y a eu un moratoire. Et on a appris quand même des choses. On s'est dit, pour ne pas se faire reprendre une autre fois, comme dit Churchill, il vaut mieux prendre le destin par la main plutôt. En tout cas, j'ai passé la phrase, là. Mais vaut mieux prévenir. Et on s'est dit, ça prend de l'animation, ça prend des communications, ça prend de la formation continue et de la gestion des savoirs. La gestion des savoirs, quand on dit ça, on pense tout de suite aux universités, on pense aux chercheurs. On a besoin de savoir ce qui se passe dans les pays scandinaves, ce qui se passe en Afrique. Alors, tout ça, c'est des informations qui nous sont pertinentes et on travaille depuis ce temps-là à tous ces niveaux-là. Et au niveau de la formation continue, ici, pour faire le lien avec les ateliers des savoirs partagés, parce que j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Vous voyez comme ça ici. Alors, il y a eu des cours d'éthique appliqués avec l'Université de Sherbrooke en 2000, le laboratoire rural en 2010, où on a déterminé 3 grandes valeurs, communauté apprenante, innovante et solidaire, 3 grandes valeurs sur lesquelles on réfléchit, et les ateliers des savoirs partagés en 2012. Alors, il y a eu, la dernière année, 4 chantiers. Le premier, c'était ressources naturelles et économie territoriale. Deuxième chantier, gouvernance et leadership. Troisième chantier, cohésion sociale et inclusion. Quatrième, mémoire, reconnaissance et qualité de vie. Et à la toute fin, il y avait un grand colloque, un grand forum estrien des savoirs partagés. Vous voyez que la formation, les échanges, ça nous apparaît comme un moyen incontournable pour faire face à la transition écologique et à la transformation sociale. Alors, en conclusion, excusez-moi, je vais comme ça. Pour la transformation sociale et la transition écologique, la nécessité de rapprocher la recherche des acteurs terrain. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaît incontournable. D'avoir des ateliers, des chantiers, des recherches-actions, des séminaires pour la formation continue des acteurs terrain et de construire aussi une vision partagée et d'exercer un leadership partagé entre le milieu de la recherche et le terrain. Je vous amène à aujourd'hui, puis en 2100. Je termine avec ça. Présentement, on réfléchit, on travaille sur un projet de parc-école. Beaucoup d'énergie est mise sur ce parc et une des choses qui revient tout le temps, c'est l'importance de la classe nature. D'étudier en nature. Oui, il y a les classes, mais c'est possible d'aller au lac Watopeka, c'est possible d'aller à la rivière Maniou. Alors, on réfléchit beaucoup à ça. Et dernièrement, je réfléchissais à 2100. Je me disais, mes petits-enfants vont avoir 80 ans. Comment ça va être sur le territoire? Donc, je me suis permis un peu cette réflexion-là. Puis là, je me disais que ça serait important, mais j'espère que ça va être avant 2100. Mais qu'il y ait des classes nature, vraiment sur les territoires, que ce soit ici ou n'importe où au Québec ou ailleurs. Mais quand le crise sera planétaire, hein, déjà, vous avez des chercheurs un petit peu partout, mais ça serait le fun d'avoir des programmations de formation continue à l'extérieur, et je pense que ça serait une bonne façon de faire face à la transition écologique. Alors, bon problème.